Donc bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les différences entre le français et l'anglais parce qu'il y a quelques petites différences qu'il faut connaître pour éviter de faire un milliard de fautes. Donc je crois qu'on va commencer par le haut, genre la première colonne. Déjà on voit qu'en anglais il y a moins de pronoms personnels qu'en français et il y a certes comment dire, la fusion des pronoms personnels est différente entre l'anglais et le français. Et en anglais, il y a des pronoms personnels particuliers. Donc la première chose que tu peux voir, c'est que tu et vous sont fusionnés en you en anglais et que nous et on sont fusionnés en we. En gros, on n'est pas it. It, on peut voir, il est là, c'est le il impersonnel de l'anglais. Ça se traduit par exemple c'est apostrophe ou ça. Donc ça déjà, c'est une très grosse différence. Donc après, tu vois, il y a le pronom réfléchi, c'est moi-même, toi-même, tout ça. Puis les articles possessifs. Ces trucs-là, ces deux colonnes-là, il faut juste savoir que c'est des trucs différents entre le français et l'anglais. Donc vous voyez, hop là. Donc maintenant, l'objet possessif, c'est le mien, ouais. Mine, le mien, tiens, yours, his. Ah, la question c'est il impersonnel, très souvent, les gens ils ont un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. En fait, il c'est quand c'est pas une personne. En gros, quand c'est pas un être humain ni un animal de compagnie que tu considères dans ta famille, tu diras it. Par exemple, pour un chien, tu diras it si tu le connais pas, ou pour une voiture. Y- ça s'applique de façon large, hein. La vraie chose intéressante dans le haut de ce tableau, c'est le pronom objet. Vous voyez là, les pronoms objets en anglais, me, you, him, her, it, us, them. Euh, L'utilisation des pronoms objets, 2 secondes, on va aller sur le document, c'est plus simple comme ça. Donc, le pronom objet, voilà, schlag. Donc en français, tu dis je l'aime, tu vois, par exemple. Facile. En anglais, tu diras, moi je suis un homme en l'occurrence, donc j'ai tendance à dire I love her, tu vois. Qu'est-ce qu'on voit sur le pronom objet? Le pronom objet est mis derrière le verbe. Ça, c'est vraiment le truc important à savoir. Et ça marche pour tout, hein. Tu peux dire je pense, enfin, je pense à eux, c'est I think about them. Mais en tout cas, le pronom objet à la française qui est mis nous l'avons. Ah, désolé. Nous l'avons, c'est we clean ourselves. Vous voyez que là, c'est un pronom réfléchi qu'il faut mettre. Nous l'avons, we clean ourselves. On peut voir que le pronom objet est mis derrière. Enfin, là, c'est carrément un pronom réfléchi parce qu'on fait l'action sur nous-mêmes. C'est à ça que ça sert, le pronom réfléchi, d'ailleurs. Donc, non, non, continuons. Là, on peut voir qu'en anglais, en fait, il y a plein d'auxiliaires à connaître. Be, have, do, must, can, will, could, should, would. Donc, la chose importante à savoir sur les auxiliaires, il y a 2 trucs importants qui sont ici. Le premier, c'est le schéma de la question. C'est qu'en fait, pour faire des questions en anglais, euh, en fait, il y a un schéma en fait, quand vous êtes un débutant en anglais, il faut connaître le schéma de la question. C'est le mot en W, vous voyez, je le mets entre parenthèses, je vais vous expliquer pourquoi juste après, plus l'auxiliaire, plus le sujet, plus le verbe. Vous voyez, le verbe, il est mis dans la phrase, mais il n'est pas, c'est pas le même ordre qu'en français. Plus tout ce qui reste, en gros, le complément. Le complément peut contenir un objet, par exemple, ou une cible, ou ça peut contenir tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que le mot en W est écrit entre parenthèses? La réponse est simple. C'est que il y a 2 types de questions. Il y a les questions ouvertes et il y a les questions fermées. Les questions fermées, on répond par oui ou par non. Et les questions ouvertes, tu dois répondre avec ce que j'appelle une phrase complète. Techniquement, tu vas répondre aussi avec une phrase complète. On va poser des questions. C'est
Où habites-tu? Là, on peut voir qu'il y a un... Ça, c'est insupportable. Où habites-tu? Mais où, en anglais, vous pouvez voir, il est dans les mots interrogatifs. Il est ici, Schlack. Quand il y a un mot W, la question est donc ouverte. Ça veut dire que tu dois mettre Where do you live? Vous voyez que là, il y a l'auxiliaire qui est mis. C'est important Mais imaginons on prend une question avec un autre auxiliaire. Peux-tu manger des fraises? Ah, question amusante. Le D en anglais, comment ça se traduit? Bah, l'astuce, c'est d'aller voir dans l'outil. Regardez les articles. Là, il y a D et il y a écrit pas de D. C'est qu'en anglais, il n'y a pas d'article pour dire D. Il y a un article pour le lait et aussi le L apostrophe qui se dit the. Il y a un article pour un et une, c'est a ou an. An, il est que placé devant les noms qui commencent avec une voyelle. Après, il y a ce ça 7, c'est that, ce 7 c'est this, et puis il y a le pluriel de that qui est those et le pluriel de this qui est these. Après, il n'y a pas de qui se dit no. Et après, il y a du qui se dit any quand il y en a peu et some quand il y en a. Et chaque qui veut dire every each. Ça, c'est important de connaître tout ça. Mais en tout cas, pas de deux, c'est vraiment très important. Parce que tu vois, voyez-vous en anglais, peux-tu manger des fraises? Euh, on ne l'écrira pas. Déjà, peut, le verbe pouvoir, vu que c'est au présent, on peut voir là, c'est can. Si c'était au passé, ce serait could. Donc c'est can you eat strawberries? Where do you live? Habituellement, tu dirais I live, et après tu mets la ville où tu habites, in Paris. Et après, can you eat strawberries? Tu réponds yes, I can. Ou le plus controversé, no, I cannot. D'ailleurs, on peut voir que que le note se colle directement à can. C'est une note est complètement irrégulier. Chose importante à voir, c'est ça. Donc ça, c'est une question fermée, c'est-à-dire que tu ne peux que répondre oui ou par non. Là, c'est une question ouverte. Where do you live? I live in Paris. Mais techniquement, il y a une infinité de réponses à ça. Tu peux dire I live on the moon. Je vis sur la lune. On peut être un cosmonaute, hein, on a le droit. Mais ça c'est quand même le truc à connaître. Le schéma de la question. Moi, je vous conseille de le retenir. Je donne à tous mes élèves. C'est un must-know thing. Donc, continuons. Après, il y a les mots de structure. On peut voir qu'il y en a plein. Les choses amusantes avec les mots de structure qu'il faut connaître, mis à part le il impersonnel dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le de qui se dit of, qui est ici, chaque. Et aussi, c'est le pour. En anglais, il y a deux pour. Et il y a un pour les verbes qui se dit to. Et il y a un pour les noms qui se dit for, F-O-R. Donc, quand, quand dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn dit pour Frodon, il dit for Frodo. Voilà, on va l'écrire en entier, c'est plus clair. Et si on te dit pour partir, il faut prendre le train, tu dis to leave. Ça c'est pour partir, ouais. Donc devant un nom, c'est for. Devant un verbe, c'est to. Ah oui, et aussi, quand tu dis selon moi, tu dis pas pour moi, hein, tu dis according to
me. Ça, c'est selon moi. Facile. Voilà, ça c'est des trucs à savoir quand même. On peut retourner là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir là-dessus? Ah, il faut parler de terminaisons maintenant. Donc l'anglais est une langue qui a quelques terminaisons qu'il faut impérativement connaître. Donc je les ai mises ici. Donc la première c'est ANT égale ING. ANT en français, je ne sais pas si vous le savez, c'est la terminaison du participe présent. Par exemple, tu peux dire étant un enfant ou étant un élève au collège machin, je suis fort sérieux et j'étudie bien. Donc comment tu traduis étant en anglais? Facile, tu prends le verbe be, qui est d'ailleurs, il est dans l'outil, il est ici. C'est un verbe à connaître. C'est le verbe de l'anglais qui est le plus utilisé. Il est dans le top 25. Vous pouvez voir, c'est numéro 1. Donc étant, tu diras being. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a zéro participe présent en anglais qui sont irréguliers. Ça, il faut le savoir. Prochaine terminaison importante à connaître, c'est le EUX devient OUS. Donc EUX en français, c'est par exemple le verbe curieux. Curieux en anglais devient curious. Facile. Furieux, furieux devient furious. Furious. Mais ça marche pour tout, hein. Par exemple, en anglais, habituellement, on ne dit pas connu. Connu, ça existe, ça se dit known. Mais habituellement, quand les gens en France disent est-il connu, ils veulent pas dire known, en fait, ils veulent dire fameux, qui est positif. Et en anglais, fameux, ça se dit donc famous. Putain, quel crétin. Famous. Donc ça c'est important de le savoir. Ça permet d'utiliser plein de mots courageux, curieux, furieux. Il y en a plein d'autres, hein. Sérieux. Maintenant, le aimant devient ly. Ça c'est super facile. Donc ça c'est par exemple rapide en anglais. Au lieu de dire rapidement, tu diras rapidly. Facile. Chaque. Et ça marche. En fait, le aimant, les adverbes en anglais, tout une myriade d'adverbes en français prennent juste ly. Il y a quoi d'autre comme adverbe en français? Quand on est comme ça, c'est un peu dur des fois de sortir des exemples. Intelligemment, ça devient intelligently. Putain, je sais pas écrire, désolé. C'est le matin. Mais intelligemment. Fucking crétin. Intelligemment. Donc ça c'est une autre chose à connaître. C'est le que tu as un adjectif en anglais, tu lui rajoutes ly et ça le transforme en adverbe. Ça c'est un must know truc aussi, hein, genre. La dernière chose à savoir, c'est qu'en anglais, la terminaison des verbes réguliers, c'est de prendre ed. Donc par exemple, il y a le verbe cry, ça devient cried. C'est le verbe crier, hein. J'invente rien du tout. Ah oui, et quand il y a un y en fin d'un verbe, ça devient ied. Mais la vraie chose intéressante à savoir, c'est que le ed, là il se dit cried. Tu dis pas le e en fait. Là ça se dit de. Mais par exemple, vous connaissez tous le verbe wish parce que c'est dans la chanson la plus connue de tous les temps, I wish you a happy birthday. Et wish, d'ailleurs derrière tous les sh et les ch, le ed se dit toujours t. Donc c'est wished.
Donc vous voyez, ED en anglais se dit te ou de. C'est une des rares terminaisons de la langue. Après, il y a le S de la troisième personne. Je peux vous montrer ici. À la troisième personne du présent, les verbes prennent toujours un S à la fin. Et le S à la fin d'un verbe à la troisième personne au présent se dit toujours. Il faut toujours le dire. Donc si vous le dites pas, c'est-à-dire que votre façon de parler est complètement mauvaise. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Aussi, les choses importantes à savoir. Qu'est-ce qui reste? Il reste la possession. Qu'est-ce que c'est posséder quelque chose? Tu dis le chat de Paul en français. C'est Paul's cat. Le frère de Patrick. Tu vois, j'ai écrit à l'américaine là, Patrick. Hein. Parce qu'en français, je pense qu'il y a un QE. Tu diras Patrick's brother. Et je sais pas, la voiture de James. Tu diras James's car. Qu'est-ce qu'on voit ici? Au lieu de dire de, qui en anglais se dit of, on met juste. Déjà, qu'est-ce qu'on voit là? On voit l'inversion complète du groupe nominal. On met la personne qui possède d'abord, suivi d'un S apostrophe, suivi de l'objet. Chose importante. Si tu dis la porte de la voiture, parce qu'il faut quand même que je vous donne un exemple qui n'est pas un nom propre parce que c'est important. Tu diras the car's door. Parce que, au fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on met la chose qui possède d'abord. Et quand c'est un nom propre, par exemple Paul, Patrick, James, on met pas de the d'abord. Parce que une personne n'a pas besoin d'un the. Ok? Et voyez-vous, quand c'est un objet, il faut mettre le the. Par exemple, pour la voiture, on met le the. The car's door. James's. Ah, James, ça termine par un S. Donc, il faut dire deux S que tu le dis à l'oral, mais à l'écrit, tu n'en écris qu'un seul et puis tu mets une apostrophe. La négation, pour la négation, en anglais, il faut toujours mettre un auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, ça peut être je mange pas de fraises. Tu diras I don't eat strawberries. Mais ça, c'est simple. Il y a toujours un auxiliaire à mettre. Les auxiliaires, ils sont tous écrits là. Il y a be, il y a have, il y a do, il y a must, il y a can, il y a will, il y a could, il y a would et il y a should. Et voilà. Il faut juste toujours mettre un auxiliaire pour, euh, pour faire des phrases négatives. Il y a une exception, c'est quand tu mets le pas de, tu peux mettre no. Tu peux dire I eat no strawberries. Mais ça, c'est une exception. Tu joues avec les règles là. Ça marche que quand tu dénotes l'absence totale de quelque chose. Si c'est plus mitigé que ça, si c'est plus compliqué que ça, tu dois mettre un auxiliaire. Moi, je pense que c'est bon. 19 minutes de ça, c'est suffisant pour une journée. Il faudra méditer sur ces différences entre le français et l'anglais. Mais en tout cas, si vous vous souvenez de ça, c'est très bien. Allez. Sur ce, à plus tard. Bye bye.